de l'émergence, la terre de l'émergence de tas de maladies infectieuses. Et on va en rediscuter, on en trouvera quelques-unes, hein, et notamment, on reparlera du virus Nipah qui a été hébergé chez des chauves-souris. Mais tout ça, on peut le regarder dans l'espace comme ça, mais on peut le regarder dans le temps, et on s'aperçoit qu'on a une grande accélération des épidémies. Ça augmente, on a de plus en plus d'épidémies, de plus en plus d'émergences. Si on regarde les données collectées, on s'aperçoit, alors avec ce petit graphique qui est au-dessus, c'est le nombre d'épidémies de maladies infectieuses humaines depuis les années finalement 1940, et on voit ça augmente jusqu'à l'année dernière. Si on regarde les maladies infectieuses qui touchent uniquement le monde animal, alors là, on remonte un peu moins loin dans le temps parce qu'on n'a que des données disponibles vraiment à partir de 2005, mais on voit cette tendance à l'augmentation. Et on peut se poser la question, finalement, est-ce que tout ça, c'est pas lié à la globalisation, à cette mondialisation en cours? Parce que quand on regarde le nombre de passagers de fret aérien, en 1970, il y avait 500 millions de personnes qui prenaient l'avion en une année. Et en 2019, l'année dernière, on était presque 4,5 milliards de personnes. Une augmentation de 1300%. Quelque chose finalement de colossal. Et c'est pareil pour le fret aérien, c'est pareil pour le fret de bateau. C'est finalement 1300% d'augmentation. C'est colossal. Et si on met ces choses-là ensemble, on peut peut-être se poser des questions. Mais aussi, c'est la grande accélération de l'élevage, et notamment de l'élevage de bétail, du bovin, les élevages de porcins, les élevages de poulets, les élevages de chèvres. Prenons les poulets. En 1960, on élevait 5 milliards de poulets, sans compter les poules pondeuses. En 2015, on est arrivé à plus de 22 milliards. Là, maintenant, on est à 25 milliards de poulets qui sont élevés. Il faut rajouter les poules pondeuses. Les bovins, c'était moins d'1 milliard en 1960, c'est presque 1,7 milliard maintenant. Et c'est la même chose pour les porcins, il y en avait 500 millions, maintenant il y en a plus d'1,5 milliard. Donc une grande augmentation, une tellement grande augmentation de l'élevage et de ces animaux domestiques que si on regarde maintenant le poids, la masse des animaux, la masse des animaux sur Terre, ce n'est pas la faune sauvage, c'est d'abord les vaches. Le poids des vaches est plus important sur la Terre à tout moment que le poids des humains, qui est plus important que le poids des cochons, que le poids des moutons. Ça, c'est ce qui reste uniquement en poids des animaux sauvages terrestres. Et tout le reste est encore aussi des animaux sauvages domestiques ou commensaux. Donc on voit finalement que la faune sauvage est pratiquement réduite à la portion congrue parce que finalement il faut élever et nourrir tous ces animaux domestiques. Et si on regarde aussi en termes de distribution, cette distribution de vaches ou de cochons, elle n'est pas aussi aléatoire sur la planète. Les cochons, on en a beaucoup en Europe, notamment en Bretagne, mais aussi par exemple autour de la Catalogne, évidemment en Hollande aussi, et la Chine, effectivement, qui est le premier producteur mondial de cochons. Les vaches, c'est l'Inde, mais c'est aussi l'Argentine, le Brésil, qui sont aussi les grands fournisseurs de bovins pour le monde entier. Finalement, une planète qui est vraiment aussi dans la bouse, parce que il faut imaginer la quantité de fesses produites par les humains et tous les animaux domestiques. C'est évidemment 26 milliards de tonnes de fesses qui sont produites par année. Évidemment, la majeure partie, 85%, c'est dû à nos animaux domestiques. Alors ça a des conséquences aussi terribles parce que finalement, si on regarde une carte, il y a plein de parasites qui sont aussi hébergés dans le type digestif des animaux domestiques, notamment des cryptosporidiums. Et si on regarde une carte finalement de répartition de ces cryptosporidiums qui rejoignent le sol, parce qu'en fait ils sont excrétés dans les fesses, dans la manure des animaux domestiques, et on a une carte qui est absolument terrible, qui montre là où en fait on a cette
cette dispersion avec des milliards de milliards d'oocystes. Il faut savoir que le Cryptosporidium crée toujours fortement des diarrhées. Récurremment, on a des diarrhées qui sont en fait dues à des contaminations d'eau potable. C'est arrivé relativement récemment, notamment aux États-Unis, avec des épidémies de cryptosporitie. Ça, finalement, ça va être aussi le futur. C'est finalement, si tout continue comme ça, si on continue cette globalisation, si on continue d'avoir beaucoup d'animaux domestiques, si on mange de plus en plus de viande, on va continuer à avoir une perte de biodiversité, une perte de territoire agricole, perte de forêt, de plus en plus de biocides qui vont être produits. Donc tout ça, ça se remet dans ce qu'on appelle cette grande accélération de pas mal de choses qu'on a vues, mais aussi de perte de la biodiversité. Parce qu'en parallèle de cette augmentation de l'impact humain et surtout des animaux domestiques, on s'aperçoit que la pression organisée par les humains se traduit par on accapare de plus en plus de la productivité primaire. Ceux qui ont fait les cours de biologie le connaissent. La productivité primaire nette, c'est celle qui est due grâce à l'eau, le soleil, les nutriments. Cette productivité primaire, on l'accapare pour nous ou pour nos animaux domestiques au détriment de la biodiversité, ce qui veut dire la biodiversité diminue et passe au-dessus de celle vraiment critique, mais aussi on perd des pollinisateurs. Alors ça, c'est dû aussi avec l'utilisation des pesticides. On voit bien que les insectes, tous les insectes pollinisateurs sont en face. Et on perd aussi, curieusement, paradoxalement, toutes les races animales et végétales. Et on verra un peu pourquoi on est en train de perdre ces races. Si on regarde les cartes, encore une fois, cette relation perte de biodiversité et épidémie, c'est assez curieux encore une fois. Premièrement, on va regarder cette première carte et ce premier graphique. Ici, c'est la carte de la richesse de la biodiversité en espèces de mammifères au niveau mondial. Plus c'est foncé, plus c'est riche. C'est assez intéressant parce qu'on voit aussi des points chauds de biodiversité qui étaient finalement aussi des points chauds de maladies infectieuses, des points chauds aussi d'animaux domestiques. Et si on regarde finalement la relation qui existe entre cette richesse en mammifères et en oiseaux par pays, avec le nombre de maladies infectieuses et parasitaires qui ont été décrites chez les humains dans ces pays, tout au long de l'histoire. On va voir qu'on a une très bonne corrélation. Ça veut dire que forte biodiversité veut dire aussi forte diversité potentielle des maladies infectieuses et parasitaires. Ça, c'est normal parce que les maladies infectieuses et parasitaires, ce sont des microbes, ce sont des virus, ce sont des protistes, ce sont des helminths, des vers parasites, ce sont des puces, des tiques, et tout ça, c'est de la biodiversité. Et tout ça, finalement, ça nécessite beaucoup d'autres, et tout ça, finalement, contribue au potentiel fardeau parasitaire. Alors là, on peut se dire, c'est fantastique, c'est simple. Si on veut en fait éliminer nos problèmes de maladies infectieuses, tuons tous les animaux, on va être tranquille. Malheureusement, c'est des fois ce qui est proposé, de finalement tuer la faune sauvage pour se protéger. On a entendu ça notamment contre les chauves-souris. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer parce que sous les pressions humaines, nous sommes en train de perdre de la biodiversité. Ça, c'est la carte qui a été faite en 2008 des espèces, des hotspots finalement, du nombre d'espèces en danger d'extinction dans les pays au niveau mondial. En 2008, il n'y avait qu'un seul hotspot, l'Asie du Sud-Est. C'est une des raisons pour laquelle j'y étais d'ailleurs, pour comprendre ce qui se passait. Si on regarde la baisse de biodiversité, donc le nombre d'espèces qui sont en danger, est-ce que ce nombre d'espèces en danger, relatif à la biodiversité locale, est associé aux épidémies? Finalement, la première graphique que je vous ai montré, c'est l'augmentation des épidémies. Eh bien oui, finalement, on s'aperçoit que la perte de biodiversité, c'est ce graphique, est lié à une augmentation des épidémies. Alors c'est paradoxal, ça veut dire que finalement, ces épidémies qui circulent, qui sont riches dans ces pays-là, qui circulent à bas bruit,
finalement, cette perte de biodiversité, cette altération de la biodiversité qu'il faut qu'on analyse plus profondément, semble provoquer des épidémies, et ces épidémies, ces émergences qui sont de plus en plus nombreuses et qui commencent à devenir de plus en plus globales. Finalement, comment l'expliquer? Je viens juste de reprendre en fait une grosse base de données pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passait, et je vous montre un peu en avant-première ces résultats. L'explication, c'est le bétail, c'est les animaux domestiques, c'est les animaux d'élevage. Cette croissance des animaux d'élevage explique directement ici les épidémies chez les humains. Elle explique aussi directement la perte de biodiversité. Ça, c'est pas tout à fait nouveau. Plusieurs chercheurs commençaient à le suspecter, à le montrer. C'est-à-dire que on augmente l'élevage, on augmente finalement les pressions sur les écosystèmes. On a besoin aussi de place, on a besoin de nourrir nos animaux domestiques. Par exemple, on déforeste l'Amazonie pour faire du soja, pour pouvoir finalement nourrir nos animaux domestiques ici qu'on va réexporter ailleurs. Et ça, finalement, c'est une perte de biodiversité. Et cette perte de biodiversité contribue aussi aux épidémies chez les humains. Finalement, ces nouvelles ne sont pas très rassurantes. Donc, mais comment expliquer cette relation entre le domestique, les animaux domestiques, et ces animaux sauvages? Et c'est là ce qu'on appelle une science on est quelques-uns à travailler en écologie de la santé, pas assez nombreux, il en faut plus, qu'on appelle de l'écologie de la transmission. Vraiment, comment ça se passe au concret. Et on va prendre un exemple, parce que je ne peux pas vous parler encore à l'heure actuelle de la COVID-19, de cette nouvelle émergence d'un coronavirus issu des chauves-souris en Chine, parce qu'on est toujours en train de rechercher comment ça s'est passé. On suspecte que c'est une chauve-souris, ça c'est où, mais est-ce qu'il y a eu un hôte intermédiaire? Comment cet hôte intermédiaire a pu faire finalement qu'un virus évolue? Comment ce virus est passé aux humains et a fait des premières chaînes de transmission pour se retrouver à Wuhan et pour se retrouver dans le monde entier? Donc on va prendre un autre exemple, toujours en Asie, où là on a parfaitement décortiqué ce qui s'est passé. Et on va prendre encore l'exemple d'un virus de chauve-souris, et c'est le virus Nipah. À l'époque, on ne connaissait pas ce virus Nipah. On ne savait pas que ces chauves-souris pouvaient l'héberger. Tout débute finalement fin 1998, début 1999, dans des élevages de cochons en Malaisie péninsulaire, donc au nord, Kuala Lumpur, c'est ici, c'est au nord, dans un pays, il faut le rappeler, qui ne mange pratiquement pas de cochons, c'est un pays musulman, mais où en fait, ils faisaient des élevages de cochons. Ils démarraient finalement des élevages de cochons, surtout pour le marché chinois. Et ces cochons commencent à mourir, assez gravement d'ailleurs, avec des fièvres hémorragiques fortes. On ne comprend pas ce qui se passe, on s'alerte. Des humains commencent à mourir, à tomber malades et à commencer à mourir. Et puis finalement, c'est des humains qui étaient dans des abattoirs en Singapour, donc qui recevaient des cochons de Malaisie, commencent à mourir. Alors c'est grand bas de combat, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe et tout? On arrête tout, on arrête les frontières, on abat 1 million de cochons, l'épidémie est contrôlée et on essaie de comprendre, comment essayer de comprendre pour le Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? On trouve finalement que c'est une chauve-souris qui hébergeait un virus qu'on décrit, le virus Nipah, et que ce virus est arrivé chez des cochons et chez des humains. Ok, 105 personnes décédées sur 265 infectées. Mais finalement, comment une chauve-souris a pu rencontrer un cochon? Eh bien, c'est là qu'on explique tout ce qui s'est passé. La chaîne. La chaîne, c'est quoi? Eh bien, premièrement, c'est la conversion des forêts tropicales en plantation de palmiers à huile Bornéo. Palmiers à huile qui démarre vraiment fortement dans les années précédentes, mais qui continue pour faire finalement aussi les agro-diesel. Donc, on fait ça. Plus on est dans un événement de variabilité climatique importante, ce qu'on appelle un El Niño ou la Niña, très sec, des feux de forêt entretenus par les humains pour pouvoir finalement acquérir encore plus de forêts pour pouvoir les transformer en palmiers à huile.
plus de nourriture pour les chauves-souris, plus c'est fumée terrible. Donc ces chauves-souris qui sont des bons voiliers, finalement se déplacent à la recherche d'autres nourritures. Elles les trouvent où? Elles les trouvent sur des vergers. Ces vergers qui sont en fait au-dessus de cochons, qui sont faits pour le marché singapourien. Et donc finalement, ces chauves-souris mangent les fruits, défèquent sur les cochons, défèquent sur les fruits qui nourrissent les cochons, et voilà, la transmission est faite. C'est-à-dire que finalement, ce sont des événements hautement improbables liés à la globalisation, à la mondialisation du marché, aux agro-industries pour le palmier à huile, au marché du cochon pour le marché singapourien, qui sont à l'origine finalement de cette épidémie. C'est finalement la biodiversité qui répond finalement au dérangement causé par les activités humaines. Quelle a été la réponse? C'est là aussi qu'on pose des questions, c'est une réponse tout à fait biosécuritaire. Voyant ça, finalement, Singapour, qu'est-ce qu'a décidé Singapour? A dit la Malaisie, tout ça, c'est pas un endroit qui va nous permettre d'avoir une sécurité forte pour nos élevages, pour l'élevage et pour la sécurité des Singapouriens. Donc nous allons faire au large des îles et sur des îles qui appartiennent à l'Indonésie. On va finalement faire des joint ventures avec des sociétés indonésiennes. On va enlever tout le monde et on va créer finalement des îles transformées complètement en élevage de cochons industriels, totalement sécurisés. Donc maintenant, finalement, on a développé l'élevage sacré. Donc voilà. Et puis maintenant, on a aussi, j'ai pu observer ces dernières années, après la baisse de production de cochons en Malaisie, la Malaisie s'est remis à faire du cochon, mais en élevage aussi ultra sécurisé, avec des fermes issues de technologies hollandaises. Donc on répond par la biosécurité, mais finalement, est-ce que c'est toujours la bonne réponse? Ben, pas forcément, parce que finalement, qu'est-ce qui souffre le plus là-dedans, dans ces crises sanitaires? C'est les animaux sauvages, on vient de le voir, c'est les animaux domestiques, c'est les petits fermiers. Tout ça souffre énormément. On a l'exemple avec la grippe aviaire qui avait émergé en 2004, un peu plus tard en Thaïlande, donc issue finalement d'un virus, une peste grippale qui circulait chez les oiseaux et sur les oiseaux domestiques. On a abattu à l'époque des millions de poulets et, on a finalement interdit de restocker après avec les races locales. Et on a aussi interdit aussi, alors un peu plus difficilement, les coqs de combat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a les résultats, c'est une perte de diversité des races locales. Finalement, les races locales diversifiées d'Asie du Sud-Est, qui sont finalement aussi le point de domestication du poulet. C'est là que le poulet a été domestiqué. C'est là qu'il y a encore des poulets sauvages, pas très loin d'ici. D'ailleurs, à 50 km de là où je suis, il y a le parc de Pulumlo. J'ai déjà vu, on a des poulets sauvages qui sont là, des jungle foals qui vivent jusque-là. Finalement, ces races de poulets, certaines ont disparu, pas à cause du virus, mais à cause des politiques sanitaires qui ont été mises en place. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'au même moment, l'IFAO nous dit que nous sommes en train de perdre une grande partie des ressources génétiques liées à la domestication animale. 35% des races de cochons sont en voie de disparition, 37% des races de poulets. Donc finalement, nos réponses par rapport aux crises sanitaires ne font que créer aussi une perte de la biodiversité, mais cette fois-ci de la biodiversité qu'on appelle cultivée ou la biodiversité culturelle. C'est un souci. C'est un souci et finalement, ça explique ces histoires-là de virus qui passent entre la faune sauvage et les humains, le rôle de l'animal domestique. Là, je reprends ce graphique a été proposé par Pierre Formanti, qui a travaillé beaucoup pour Ebola à l'OMS et qui nous a proposé ce graphique que je trouve assez beau, pour dire que nous avons des virus qui circulent dans la faune sauvage, comme par exemple Ebola ou le SARS qui circule sur les chauves-souris, mais on peut en avoir d'autres qui circulent, notamment les SIV qui sont à l'origine du sida, du virus du sida, qui c'était chez les singes, ou d'autres. Finalement, la plupart du temps,
ces virus ne passent pas directement chez les humains. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'animaux qui vont faire l'amplification. Et c'est quoi? Bah, c'est d'abord l'animal sauvage, l'animal domestique, pardon. Et on le comprend. Vous avez vu cette masse de cochons, de vaches qu'on a partout, ils sont là. Donc, si en fait ils sont en contact avec un virus, si ce virus passe chez eux, et bien là, c'est banco. Ça augmente, ça s'amplifie. Et c'est la même chose quand ça va utiliser finalement des vecteurs, hein, comme les puces, comme les moustiques ou comme les tiques. Hein. Il faut voir par exemple que les émergences récentes, hein, ça date du milieu du siècle dernier, hein, donc pour Zika, pour chikungunya, un peu plus avant pour la dengue, tous ces virus étaient hébergés dans des primates africains, des primates non humains africains. Ils ont émergé grâce aux moustiques, et donc, ça les a fait passer sur les humains. Mais ces moustiques, finalement, on les a déplacés à l'échelle mondiale, ce qui fait que maintenant, on a notamment un moustique, hein, qui était le moustique tigre, qui est maintenant très bien installé dans le sud de la France et qui remonte. Et finalement, toutes les conditions sont prêtes pour avoir la dengue, chikungunya ou Zika en Europe. Et ça, on a pu le montrer avec une autre grosse base de données qu'on a fait avec mes collègues de Liverpool, mes collègues anglais. Donc, on a pris tous les virus qui ont été décrits chez les animaux, chez les humains. Alors, il y a les différents types de virus. On a des virus à ADN, des virus à ARN. Finalement aussi, on a des virus qui sont capables de faire les deux. Et on regarde un peu par qui ils sont hébergés et avec qui ils sont partagés, avec qu'est-ce qu'ils font les liens. Donc, nous, on est là avec les primates, on s'aperçoit que, oui, les primates sont essentiels, hein, pour le partage des virus avec nous. Je vous ai parlé, hein, Zika, chikungunya, dengue, c'était la fièvre jaune, c'est évidemment le virus de sida. Important aussi, c'est les rongeurs, on les oublie, mais les rongeurs nous donnent et continuent à nous donner énormément de virus. Quand il y a eu en fait Ebola en Afrique de l'Ouest, à la même période, dans les mêmes années 2013-2014, on avait des épidémies de la fièvre de Lassa qui causaient autant de morts sur toute l'Afrique de l'Ouest, mais finalement, on n'en parlait pas beaucoup. Les carnivores, tous ces animaux domestiques liés aux animaux domestiques, hein, sont évidemment aussi essentiels dans ce partage des virus, hein, qu'on pense finalement au virus de la rage, hein, qui est aussi hébergé par une chauve-souris, mais finalement, quel est l'animal qui peut nous transmettre ce virus de la rage? Ce n'est pas la chauve-souris, mais c'est des carnivores. C'est d'abord le chien et le chat. Et puis on en a d'autres, hein, comme finalement aussi les vaches, les cochons, hein, qu'on passe aux grippes aviaires, les grippes porcines par exemple. Et les chauves-souris finalement, ils ne sont pas si importants que ça dans les virus. Alors évidemment, et ils sont nouveaux. C'est ça qui est peut-être un peu plus surprenant ou un peu plus nouveau, c'est-à-dire que les virus de chauve-souris ont commencé à émerger finalement à la fin du siècle dernier, hein, et jusqu'à maintenant. Et c'est tout nouveau et c'est vraiment lié à cette biodiversité où finalement maintenant les chauves-souris commencent à être proches de nous, de plus en plus proches de nous, proches des animaux. Leur territoire diminue, ce qui fait qu'on favorise de plus en plus ces passages de virus qui sont hébergés chez eux vers le cochon, vers l'humain. Je vous ferai juste un petit final là-dessus, c'est pourquoi je bosse en Asie du Sud-Est, hein, je travaille depuis longtemps parce que finalement, et vous l'avez compris, hein, c'est vraiment ce que j'appelle un théâtre social-écologie de la perte de biodiversité et de l'augmentation de ces maladies infectieuses. Comme je vous ai montré, c'est un point chaud de ces maladies infectieuses. Donc, il faut y travailler là pour comprendre ce qui se passe et essayer de comprendre avant que ce soit déjà émergé, avant que ça se passe c'est parti sur toute la planète. C'est toujours un point chaud de perte de biodiversité. Si on regarde maintenant un papier qui est sorti l'année dernière par mes collègues américains qui montre très clairement que l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud, c'est cette terre de perte de biodiversité. Mais ça va commencer à venir, notamment en Afrique, et on peut craindre que l'Afrique soit, dans quelques années, la nouvelle terre
d'émergence de maladies infectieuses. Ça, je l'avais déjà fait depuis quelques années où j'avais pu montrer finalement cette relation entre ces épidémies, ces émergences et les pertes de biodiversité en Asie du Sud-Est, aussi bien avec les couvertures forestières. Et puis, on a travaillé donc depuis maintenant 12 ans sur des tas de terrains. Alors, je vous représente uniquement Thaïlande, Laos, Cambodge, mais aussi Vietnam, aussi un peu Philippines, où on travaille localement avec les communautés locales, mais aussi avec les dispensaires, avec la santé animale. On travaille, nous, plutôt sur les rongeurs, mais pas que. On regarde finalement quels sont ces changements d'usage des terres, comment se passe la déforestation, comment se passe l'urbanisation et comment se font potentiellement les émergences et les épidémies de maladies infectieuses avec toutes ces données. Et je vous représenterai un seul des exemples. Finalement, on démontre bien qu'au cours du temps, cette déforestation locale ou cette transformation vers l'extension agricole et souvent l'urbanisation, elle est liée avec des risques accrus d'émergence ou des crises accrues finalement de transmission, de spillover, de maladies infectieuses, alors soit liées au virus comme les hantavirus et d'autres, ou soit liées à des bactéries comme les leptospires ou d'autres. Finalement, ça va être important parce que c'est vous maintenant qui êtes concernés, c'est quel futur que nous voulons, c'est-à-dire quel futur nous vous laissons à préparer. C'est ma génération, malheureusement, est la génération, je dirais, des 30 glorieuses, celle qui a un peu mis toute la planète à sac et celle qui laisse la planète avec de grands défis à résoudre. Et je n'ai pas parlé aussi des impacts du changement climatique. Donc ça, c'est finalement vous de prendre le pouvoir, sachant que on a quelques messages clés que j'ai essayé de vous reprendre. On a une grande accélération des épidémies, de perte de biodiversité, d'augmentation de l'animal des élevages, des échanges internationaux. Il va falloir repenser ça. On a une grande mobilité. Tout se bouge trop grand. Quand j'étais jeune, les animaux étaient mobiles par eux-mêmes, dans le pré, dans la basse-cour. Maintenant, les animaux sont confinés dans des élevages, des méga fermes. Ils n'ont pas le droit de bouger. Par contre, on les trimballe sur toute la planète entière. C'est un renversement complètement de la mobilité. L'élevage, c'est une perte totale de biodiversité, c'est l'augmentation des risques sanitaires et des maladies infectieuses. Plus finalement, le problème, c'est que l'alimentation carnée de plus en plus forte a des impacts négatifs aussi sur notre santé, avec l'augmentation de pas mal de maladies liées finalement à d'une mauvaise nutrition. Donc il faut repenser notre globalité, notre mobilité, et il faut aussi travailler localement, repenser notre localement, retravailler nos territoires. Et c'est mettre en pratique tout ça. Alors, il y a des concepts, beaucoup de concepts qui travaillent là-dessus, sur des concepts de biodiversité santé, sur des concepts une santé, sur des concepts éco-health, sur des concepts santé planétaire. Mais je voudrais dire que tout ça nous pose finalement des questions importantes qui ont été bien résumées par le Lancet, cette grande revue médicale, et la Fondation Rockefeller, très connue, puisque c'est elle qui a mis au point finalement le vaccin contre le virus de la fièvre jaune. Je sais pas si vous êtes là, Monsieur Morand, on vous entend plus.
On va attendre quelques instants, c'est peut-être juste un problème de connexion. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions, il y en a déjà quelques-unes. On les a bien notées, on les posera à Monsieur Morand quand il aura fini sa présentation. On va attendre quelques instants pour que Monsieur Morand se reconnecte. Entendez? Oui, on vous entend, c'est Oui. bon. Voilà. Est-ce que bon, alors désolé, hein, j'ai une coupure. Vous voyez, ça peut arriver. Aucun Donc, souci. voilà, je m'en suis aperçu immédiatement. On a un peu des micro-coupures, c'est un peu le problème ici. Donc, Pas de visiblement, je problème. veux dire que tout le monde, les agriculteurs sont en mauvaise santé, les animaux sont en mauvaise santé, tout le monde est malheureux, les consommateurs sont en mauvaise santé. Il est temps de repenser tout ça. Il est temps de repenser une agriculture pour mettre finalement l'agriculteur au centre du territoire, pour repenser notre agriculture, repenser notre lien finalement aux animaux et notre lien à la biodiversité. Mais ça, tout ça aussi, c'est une interrogation forte que finalement le Lancet et la Fondation Rockefeller nous adressent aussi à nous, les scientifiques, à nous aussi les politiques, et ça a été le cas finalement quand on écoute la gouvernance de l'Europe, bah, le système actuel de gouvernance et d'organisation des connaissances humaines sont encore insuffisants pour faire face aux menaces qui concernent la santé planétaire, et nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous pouvons y arriver. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous avez quelques questions. Euh, Bien sûr. la première de Simon qui vous dit les chauves-souris semblent véhiculer un grand nombre de maladies visiblement. Y a-t-il une raison pour laquelle les chauves-souris semblent être de grands vecteurs de maladies? C'est une très bonne question. Et c'est une question qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup de mes collègues scientifiques, y compris de moi. Ça, c'est une question que je peux répondre parce que, comme je disais au début, je me suis intéressé à pourquoi il y a tant de parasites et pourquoi des animaux ont plus de parasites que d'autres. Et c'est l'exemple des chauves-souris. Finalement, on regarde une chauve-souris, le poids d'une chauve-souris est pratiquement le même que le poids d'un rongeur. Même il y a des rongeurs qui sont beaucoup plus gros, hein, avec des poids beaucoup plus importants que les chauves-souris. Pourtant, la diversité des virus chez les rongeurs est beaucoup plus faible. Alors, comment s'explique ça? Bah, premièrement, parce que les chauves-souris, pour la plupart, vivent longtemps, ce qui n'est pas le cas des rongeurs. Des chauves-souris peuvent vivre jusqu'à 25 années. Donc, c'est plus on vit longtemps, plus finalement on a des chances d'accumuler au cours de son temps, de sa vie finalement, des pathogènes, des parasites. Ça, on le démontre. Le deuxième côté qui est important, c'est les chauves-souris. Pour la plupart, et surtout ces chauves-souris-là qui sont liées finalement à la transmission, ce sont des animaux coloniaux qui vivent en très grande colonie, avec une très grande socialité. Et ça, la socialité,
la proximité, ça favorise les transferts et les partages de virus. On l'a bien vu avec la Covid-19, on nous a dit attention, distanciation sociale, on doit se distancer. Ben, finalement, ça explique bien cette transmission virale et c'est le cas sur les chauves-souris. Et puis le troisième point, c'est quelque chose de particulier chez les chauves-souris, à cause de leur longévité, à cause aussi de leur capacité de faire de l'hibernation et aussi de l'estivation, c'est-à-dire qu'elles doivent contrôler énormément leurs dépenses énergétiques. Elles doivent vraiment bien les contrôler et l'économiser, cette dépense énergétique. Et la solution qu'elles ont trouvée, ben, finalement, c'est de diminuer leur investissement dans l'immunité. Alors c'est bizarre ça, on dit, bah, pourquoi en fait finalement ça va favoriser? Ben, ce qui se passe, ça va finalement favoriser leur tolérance vis-à-vis des virus. Elles ne vont pas rentrer dans une course aux armements avec les virus. C'est-à-dire que finalement, elles vont héberger des virus et elles vont les tolérer. Et finalement, les virus vont évoluer non pas en augmentant leur virulence, mais en diminuant leur virulence. Donc finalement, elles vont héberger des virus en grand nombre, souvent en faible prévalence, mais finalement qui sont très peu virulents chez eux. Il n'y a pas de mortalité forte occasionnée par les virus chez les chauves-souris. Les chauves-souris, les grandes épidémies qu'on a, elles sont liées à des champignons, par exemple, elles sont liées à des bactéries, elles ne sont pas liées à des virus. C'est cette longue coexistence qui explique finalement cette richesse, cette diversité des virus chez les chauves-souris. Merci beaucoup pour votre réponse. Euh, on a une autre question de Séverine, un peu plus longue, qui demande si le virus du coup n'affecte pas seulement les humains, puisqu'il y a eu des cas de chiens, de chiens et de chats qui se sont manifestés, mais seulement quand les propriétaires avaient eux aussi le virus. Donc il y aurait peut-être une transmission homme vers les animaux domestiques. Et elle poursuit en disant qu'il y a une expérience qui montre que les chatons se le transmettent entre eux plus facilement et que les chiens sont moins réceptifs au virus, pardon. Pour quelles raisons? Ça, c'est encore une très bonne question. Et puis, bravo pour faire aussi très bien cette recherche finalement des articles. Ils sont tellement nombreux, quoi. Alors, c'est une très bonne question, surtout que ça intéresse vraiment mes collègues virologues. Euh, Finalement, c'est cette compréhension du passage d'un coronavirus hébergé chez les chauves-souris vers les humains. Le virus hébergé chez les chauves-souris n'a pas les propriétés les propriétés finalement génétiques, notamment certaines parties du génome, leur permettant d'infecter les cellules humaines. Et vont acquérir ces parties de leur génome en se recombinant avec des virus qui sont hébergés chez d'autres animaux et notamment des animaux domestiques. Le premier SARS-CoV, finalement, il est passé par une civette, un carnivore. Donc c'est pour ça que mes collègues aussi ont été toujours dit, on a eu cette histoire du pangolin, eux ils sont un peu, c'est possible, mais ils en sont toujours à dire, n'oublions pas les carnivores, parce que finalement les carnivores peuvent avoir aussi un rôle important. Et là finalement on a pas cette preuve, mais ces indications en tout cas qu'il faut ne pas oublier les carnivores, parce qu'effectivement le SARS-CoV, donc qui est finalement issu de cette recombinaison virale, hein, et peut-être une première adaptation aussi chez les humains, on n'en sait trop rien, est effectivement capable d'infecter des carnivores. Donc, vous avez bien cité le cas des chats et des chiens. Il y a aussi les cas des félins. Il y a eu des lions qui ont été infectés dans le zoo du Bronx par des humains. Par contre, il n'y a pas eu de passage vers les humains. Et puis, il y a les cas qui ont été faits sur des visons, donc des élevages de visons qui ont été infectés par des humains aussi bien en Hollande que plus récemment en Catalogne je sais plus, en Espagne. Donc, qui montre bien que ce virus est capable de passer. Et on suspecte aussi que, c'est pour ça qu'on a tout abattu aussi les visons, que potentiellement chez les visons, et ce qui pourrait être aussi les furets, il pourrait repasser aussi chez les humains. Merci beaucoup. La question suivante, on a eu plusieurs fois une question autour de la même thématique, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on peut éviter ces épidémies-là.
Et celle-ci vous demande tout simplement comment est-ce que nous pouvons éviter ces épidémies liées aux animaux tout en préservant notre biodiversité. Pardon. C'est une très bonne question, une question difficile. Pour l'instant, malheureusement, on va de crise sanitaire en crise sanitaire et tout ce qu'on y répond, tout ce qu'on met en place, hein, c'est de la biosécurité, de la biosurveillance. Je vous l'ai montré un peu hein, sur le cas du Nipah, hein, et les cochons. Ben, on met en quarantaine, on fait de la confinement, quarantaine, abattage, biosécurité, biosurveillance. Pour la Covid-19 chez les humains, on a un peu la même séquence qui met en place. On n'a pas l'abattage, mais quand on voit l'inégalité face au Covid-19 hein, et en termes de mortalité, on peut se poser des questions quand même. Donc il est temps finalement d'aller aux causes et de ne pas aller que finalement à traiter les conséquences. Alors les causes, c'est quoi? Alors certains nous diront, notamment c'est les cas des programmes américains, on va aller chercher tous les virus potentiels, c'est ce qu'on appelle le Global Virome Project. Donc on cherche tous les virus. J'avoue que j'y participe un peu avec les virus de rongeurs, mais finalement, c'est un inventaire, quoi. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? C'est un peu faire un inventaire de la biodiversité. Ok, on connaît toute la biodiversité, mais ça ne nous explique pas comment, finalement, lutter contre la perte de la biodiversité. C'est un exemple. Donc, ça veut dire que finalement, on doit travailler sur deux choses. On doit travailler sur ces premiers contacts. Comment se passent les premiers contacts? Comment se fait-il que finalement, un virus qui est hébergé aussi bien chez des animaux domestiques que chez de la faune sauvage va commencer à pouvoir faire des transmissions et va passer sur des humains. Ça, c'est ce premier aspect. C'est quels endroits, où, dans quel contexte. Pour moi, c'est très clair. C'est plutôt dans des relations de mise en ferme et de perte de biodiversité. C'est là qu'on a certainement les points chauds et c'est là qu'il faut travailler pour finalement comprendre et éviter, atténuer. Et le deuxième côté qui est le deuxième, c'est cette mobilité. C'est finalement quand ça commence à démarrer, quand on commençait à démarrer les épidémies, c'est finalement aussi réduire le risque pandémique global. Et ça, c'est de travailler finalement sur une réduction de la mobilité. Alors, sur le premier point, pour moi, c'est clair. Il faut réduire notre impact sur la biodiversité. Réduire comment? C'est réduire fortement l'élevage industriel et l'élevage d'animaux. Alors ça ne veut pas dire être végétarien ou végan. La preuve, je défends aussi la diversité des races. Et en fait, les animaux, il faut remettre les animaux aussi en pâture, il faut remettre ça, quoi. Mais il faut vraiment réduire ces animaux. C'est-à-dire qu'il faut travailler aussi sur une réduction de la part de protéines animales dans l'alimentation humaine. Il faut remettre de la protéine végétale dans l'alimentation humaine. Et il va falloir recréer du territoire de la vie. Il faut se reconnecter au vivant. Paradoxalement, c'est en se reconnectant au vivant qu'on va finalement apprendre à vivre et apprendre à mieux éviter ces pandémies. Merci beaucoup pour votre réponse. On a deux personnes qui ont posé la même question, plus ou moins, qui vous demandent si la réduction de notre consommation, donc de viande animale notamment, pourrait diminuer les risques épidémiologiques. C'est clair, c'est même certain. Alors, je reprendrai encore un dernier exemple, enfin deux exemples. L'épidémie qu'on a eue en 2008, hein, pour ceux qui s'en rappellent, de grippe porcine, elle est venue d'où? C'est venu en fait c'est un virus grippal H1N1 qui est sorti d'une méga ferme nord-américaine, américaine. Donc au départ on a dit mexicaine, c'est peut-être états-unienne, bon, une méga ferme. Finalement un élevage qui est soi-disant de haute sécurité. Mais dès que finalement quelque chose rentre dans un village, dans un truc de haute sécurité, eh ben on crée finalement un incubateur à virus, ça démarre. En plus, l'élevage industriel, c'est finalement utiliser plein de biocides et tous ces biocides, pesticides, antibiotiques, enfin pas pesticides, mais antibiotiques, tout ça, finalement, nous créent aussi des problèmes en faisant de l'antibiorésistance et affectent notre santé. Encore une fois, juste en ce moment, toujours en Chine. Donc il y a maintenant 3 semaines, les Chinois viennent de publier un papier dans les Proceedings of the National Academy of Science of USA
pour nous dire que ce même virus grippal H1N1, alors une nouvelle variante, mais cet H1N1 circule dans les fermes porcines en Chine et en fait infecte des humains. Alors pour l'instant, il n'est pas virulent, mais il infecte les éleveurs. Donc finalement, il est en train de circuler, ils nous préviennent, attention, potentiellement on a notre prochaine épidémie là. Encore une fois, l'élevage. Donc ça veut dire que vraiment, faut vraiment prendre ça de bras le corps, quoi. L'exemple aussi typique, parce que je suis pratiquement sûr que finalement, d'où ça vient? Alors, même si c'est un pangolin, ça vient aussi de la mise en élevage de la faune sauvage. On met des civettes en élevage pour la nourriture, mais pour faire aussi ce qu'on appelle le café civette. On met des pangolins en élevage pour faire aussi bien de la nourriture que de la médecine traditionnelle. On met des rongeurs en élevage. On met tout en élevage. Donc, on est en train de créer des élevages supplémentaires, on est en train de créer des risques. Je pense que là, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut diminuer tout ça. Merci beaucoup. On avait également une autre question plus personnelle là, qui demandait les études que vous aviez fait et si vous Oui. pouviez travailler dans n'importe quel pays comme le Canada, les USA, le Portugal. Alors merci. En fait, j'ai eu la chance. Je peux dire, j'ai fait un bac technique à l'époque, enfin mathématiques et techniques. Donc, mais finalement, la biologie me manquait énormément et je voulais pas faire école d'ingénieur. Donc, j'ai repris mes études directement en biologie. À l'époque, c'était Paris 6. J'ai fait une licence de biologie, notamment, et je me suis très tôt intéressé aux parasites et à la biodiversité. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au CNRS avec un peu de galère, quoi. Et comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler sur les parasites pas de poissons, finalement, et j'ai travaillé dans les îles océaniques, donc dans le Pacifique. J'ai travaillé aussi en Méditerranée sur ces parasites de poissons et en Europe. Donc, et puis après, j'ai bougé sur les rongeurs et donc j'ai travaillé aussi en Europe et un peu en Amérique du Sud. Et puis après, j'ai finalement décidé, j'ai bossé un petit peu aussi finalement avec le CIRAD sur la faune sauvage et les buffles en Afrique. Et finalement, j'ai choisi de travailler en Asie du Sud-Est. Bon, je vais peut-être y rester, mais je vais peut-être arrêter et rebouger. On m'a fait déjà proposé d'aller travailler en Afrique aussi. J'ai quelques projets avec des collègues au Zimbabwe, en Afrique du Sud, effectivement. Et oui, j'ai la chance finalement parce que rare, en étant fonctionnaire, finalement chercheur au CNRS, d'avoir un poste national. Donc finalement, d'être relativement indépendant de l'université, hein. J'ai une grande chance par rapport à mes collègues enseignants. Je, alors, j'enseigne un peu, mais j'enseigne pas comme eux, quoi. Mais j'ai une plus grande possibilité de mobilité à partir du moment où finalement, je trouve les finances, hein, quand même, hein, pour payer cette mobilité. Et je trouve les collègues pour travailler avec qui je le veux, quoi. Donc oui, j'ai une chance unique. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et je continue à avoir beaucoup de chance dans ma vie. Merci beaucoup. On a encore quelques questions. On vous demande, est-ce qu'en Asie, un programme de brassage génétique a été mis en place au niveau des producteurs locaux? Et est-ce que le flux génétique est respecté dans les élevages? Ah, pardon, Armélien Mhm. a corrigé en disant génique. Pardon. Non, non, ça aussi, c'est une très bonne question. Alors, finalement, l'élevage traditionnel, ce que j'avais suivi ça, j'avais de loin, parce que je crois encadré une doctorante qui était du CIRAD et qui travaillait sur les élevages de cochons et les grippes euh, porcines qui circulaient au Vietnam. Et c'est là que j'ai découvert l'élevage traditionnel et semi-intensif en Asie. Ben, on utilise des hybrides. Donc, on utilise, parce que finalement aussi, les races locales, il y a le cochon sauvage, hein, pas loin aussi, hein, donc il y a ces cochons sauvages, et on a domestiqué, c'est un des centres de domestication du cochon, il y en a eu plusieurs, quoi. Donc finalement, il y a une grande diversité de races locales. On utilise peu les races locales, à part dans les petits villages, à part dans les montagnes. Par contre, dans les élevages, je dirais, intensifs à semi-intensifs, on utilise ces hybrides qui ont finalement relativement résistants, relativement bons.
ils souffrent finalement beaucoup moins, quoi. Alors à part la peste porcine africaine qui vient d'arriver, quoi. Et par contre, l'élevage industriel, là, il devient totalement, il n'y a que les races industrielles qui peuvent supporter le confinement. Là, dans ce cas-là, on change complètement. Ce sont des races européennes hein, ou américaines qu'on a utilisées qui ne peuvent que supporter que le confinement, l'engraissage et la rapidité de production. Et là, par contre, on perd énormément la diversité génétique. Mais localement, les gens, oui, font ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent traditionnellement, ils utilisaient finalement le cochon sauvage avec le cochon domestique, les races, pour régulièrement maintenir une diversité génétique, la diversité de leur stock. D'ailleurs, comme le poulet, hein, on a beaucoup de poulets. Là, ici, par exemple, il y a quelques poulets de race locale qui ressemblent énormément à des poulets sauvages, hein, du coq sauvage, quoi, mais qui sont aussi des races et qui régulièrement, les gens ont besoin d'aller chercher, de remettre des gènes du monde sauvage dans leurs élevages. Merci beaucoup pour votre réponse. On a encore, je dirais, 5 questions. Monsieur Moreau, est-ce que ça vous dérange si on déborde un peu? Vous avez peut-être des... Pas de souci. Ok, Les questions sont vraiment passionnantes et très bien, très bien. Donc, c'est un parfait. plaisir de continuer. Alors, la prochaine question, est-ce que la déforestation aurait un lien direct avec la grande propagation du coronavirus? Alors, c'est encore une bonne question parce que j'ai eu cette question sur la déforestation, ce qui m'a finalement poussé à retravailler sur cette déforestation. Et là, c'est en avant-première pour vous, hein. Le papier n'est pas encore fini, il n'est pas encore accepté, mais j'ai repris les données à l'échelle mondiale. Depuis les années 90, on a des données sur la forêt, couverture forestière, jusqu'aux années 2007, et sur les épidémies de zoonoses et de maladies vectorielles. Et là, je peux vous dire oui, il y a une très bonne corrélation avec l'augmentation des épidémies et la déforestation dans tous les pays qui ont des fortes couvertures forestières. Et aussi dans des pays qui ont une faible couverture forestière et qui se reforestent. Et là, ça nous va nous poser encore quelques soucis parce que finalement, c'est quoi quand on reforeste? Et je reprendrai l'exemple de la Chine. La Chine, c'était très déforesté. Mais la Chine comme le Vietnam sont en train de se reforester. Enfin, mais ils ne se reforestent pas avec de la forêt primaire, hein. Ils se reforestent avec des plantations. Ils se reforestent des fois, comme en Chine, avec des arbres OGM, comme des peupliers d'ailleurs. Et tout ça, finalement, n'est pas très bon pour la biodiversité, mais n'est pas très bon non plus pour finalement gérer bien les biodiversités, les maladies infectieuses, hein, et c'est souvent des bons foyers pour augmenter finalement les épidémies de maladies infectieuses, mais plus vectorielles. Pour le coronavirus, on ne peut pas dire, et je pense qu'on est loin de pouvoir le dire, qu'est-ce qui s'est passé encore. Ces chauves-souris, si on comprend bien lesquelles sont ces chauves-souris, elles vivent essentiellement dans des grottes, mais elles peuvent quand même être fortement affectées par la déforestation parce qu'elles ont besoin de manger des insectes. Et ces insectes, il faut une biodiversité, il faut des arbres pour avoir cette diversité d'insectes. Donc finalement, on peut peut-être imaginer que ces baisses de biodiversité affectent les populations de chauves-souris et finalement affectent les transmissions virales et peuvent même peut-être affecter. Mais le lien n'est pas forcément direct et pour l'instant, ce que je vous suis en train de dire, c'est simplement des hypothèses, mais que il faudrait qu'on teste. Merci beaucoup. La prochaine question, on en parlait des pangolins au début de la crise, et qu'en est-il aujourd'hui? Alors les pangolins sont toujours je dirais pas dans le placard, mais ils sont toujours là, quoi. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, quoi. Donc on a trouvé des séquences virales les plus proches hein, du SARS-CoV-2 sur des pangolins, ce qui ont fait dire que finalement l'hôte intermédiaire était le pangolin. Mais ça ne nous explique pas finalement comment le pangolin était infecté, par qui, comment, pourquoi. Et ces pangolins finalement ont été trouvés donc sur finalement sur faudrait dire finalement que c'est dans le cadre d'une comment dire d'échanges commerciaux finalement, hein, de trafic de pangolins. C'est possible, c'est possible.
On ne sait toujours pas. Ce qu'il va falloir quand même qu'on comprenne, c'est comment une chauve-souris rencontre un pangolin. Ça, et pour qu'un virus puisse passer, quoi. Les pangolins, ça mange des fourmis, hein, ça vit, ça vit pas tout à fait pareil. Alors, ça fait des terriers. Alors, ça peut monter dans les arbres quand même, hein, donc on peut trouver des liens, mais ça, va falloir nous expliquer quand même, enfin qu'on comprenne le lien finalement entre une chauve-souris et un pangolin, quoi. Je suis plus comme pour mes collègues virologistes, ou excepté si c'est des élevages de pangolins. Alors là, si on a des élevages de pangolins, ces pangolins, finalement, et là, on peut être sûr que ces élevages de pangolins, ils ne sont pas de haute sécurité, ils sont dans des petites fermes, ils viennent de la faune sauvage et ils sont élevés avec d'autres choses. Ils peuvent être pas forcément à l'abri des chauves-souris, donc voilà, ça c'est possible. Merci beaucoup. D'où vient le fait qu'un virus peut n'avoir aucun effet chez une espèce animale et être très dangereux chez une autre espèce? C'est encore une bonne question parce que finalement, ça nous sépare qu'est-ce qu'on nomme finalement l'infectivité et la virulence. Euh, on le voit bien, c'est l'infectivité, c'est une propriété d'un virus, hein, qui lui permet de pouvoir pénétrer dans une cellule, quelle qu'elle soit, hein, une bactérie, une cellule végétale, une cellule animale, une cellule humaine, et de pouvoir se répliquer. La virulence, finalement, c'est à la fois ce taux de réplication, mais c'est finalement la pathologie induite par ce taux de réplication. Ça nous explique pourquoi, et ça, c'est une réponse. Alors, c'est plusieurs choses. C'est finalement la susceptibilité à l'infection, c'est d'un individu, c'est la réponse immunitaire, la capacité d'un individu finalement à combattre euh, la virémie, à combattre finalement la reproduction du virus, et c'est aussi la capacité finalement d'un individu à pouvoir combattre les dégâts occasionnés par un virus. Donc là, on parle par exemple de temps en temps que, alors c'est controversé encore, mais vous avez certainement lu, souvent on voit que certains cas, des personnes qui souffraient le plus hein, du virus, de l'effet du virus, hein, donc avec une maladie, avec des symptômes graves, on parlait d'orage de cytokines. Finalement, on voit qu'une réponse immunitaire qui est tous azimuts, c'est évidemment c'est la grosse défense qui est allumée, quoi. Et généralement, ça occasionne des pathologies très fortes, quoi. Donc, et ça, on a ça pour plein pour plein d'exemples, quoi. Et cette virulence peut changer, c'est-à-dire que on peut finalement favoriser une augmentation des virulences et de la pathologie, quoi. Donc, et on peut la diminuer. L'exemple, c'est par exemple des vaccins. On est capable de faire des vaccins en atténuant la virulence, donc en atténuant finalement la pathologie d'un virus. C'est l'exemple typique hein, du vaccin de la rage. Hein. Au départ, tel qu'il a été fait, on l'atténuait en le faisant passer sur des animaux pour que finalement il puisse induire une réaction immunitaire avant finalement qu'il se propage pour tuer le virus et la progression du virus. Donc là, on est vraiment à un lien qui lie vraiment, je dirais, la physiologie avec la virologie. Merci encore une fois pour votre réponse. Alors, il nous reste, je crois, 3 questions, c'est ça? Donc, comment remonte-t-on jusqu'à la piste du premier hôte d'un virus? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est un peu comme, comme un peu de la médecine criminelle. Il faut remonter le coupable, remonter les échelles, quoi. Alors, la première chose, finalement, c'est que si je reprends le virus du Nipah ou là donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font mes collègues chinois en ce moment? Qu'est-ce que nous allons bientôt faire ici en Thaïlande? C'est qu'on va on va aller regarder les chauves-souris, regarder les animaux. Généralement, donc, on peut les capturer, prendre un peu de sang, on les relâche, on va récupérer des fesses ou de l'urine, ou leur prendre aussi un peu de coton-tige, hein, comme on peut les prélèvements chez les humains, et on va faire un inventaire de tout ce qu'il y a dessus, du virus. Donc là, on va aller rechercher, est-ce que l'agent pathogène, l'agent infectieux qu'on a trouvé chez l'humain, on le retrouve chez un animal quelconque.
comme là on l'a fait pour le bancolin. En Chine, mes collègues chinois avec qui je travaille m'ont dit que pour l'instant, ils l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont fait plein d'animaux, y compris des chats, des chiens, de la faune domestique, des cochons aussi. Ils ont fait des chauves-souris, ils ont fait des pangolins, des civets, des dires. Enfin, ils ne l'ont pas trouvé encore. Donc ça, évidemment, ça pose des questions. C'est peut-être pas en Chine que ça s'est passé finalement. Ils ont peut-être raison. Ça s'est peut-être passé en Asie du Sud, dans un autre pays. Donc ça, c'est la première chose. Finalement, après, ça, on trouve finalement les acteurs qui sont encore ça. Quel est le réservoir? Quel est le virus? Quel est l'hôte intermédiaire? Puis après, il faut remonter sur comment s'est fait la transmission. Donc là, on va essayer de remonter sur le lieu où ça s'est passé. Alors, on peut le faire avec les virus, finalement avec ce qu'on appelle les horloges moléculaires, avec les phylogénétiques des virus, essayer de remonter dans le temps, dans le lieu. Ce qu'on appelle de la phylogéographie, pour essayer de remonter au même instant. Et puis, voilà, puis on essaie de retracer les histoires. Alors, le virus Nipah, c'était très bien, parce qu'on avait localisé les fermes, on savait tout, quoi. Le virus du Covid, responsable de la Covid-19, en l'état des connaissances qu'on a, ou du moins des connaissances qu'on nous donne, on est encore loin de savoir où ça s'est passé. Donc, on va avoir beaucoup de travail. Pour le SARS-CoV, le premier, on ne sait toujours pas où ça s'est passé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il serait possible de remettre de la biodiversité en utilisant par exemple le clonage ou bien en laboratoire par la création d'animaux génétiquement modifiés pour qu'ils puissent survivre avec tout ce qui se passe de nos jours? Alors ça, c'est Jurassic Park. En fait, c'est ce qu'on appelle la recréation. Oui, il y a des programmes, il y a des gens qui travaillent un peu sur ça, hein, recréer en fait les animaux. C'est ce qu'on appelle aussi l'édition génétique. Enfin, il y a tout un ensemble de technologies qui sont faites. On peut recréer des mammouths, hein, par exemple, donc recloner après, enfin refaire tout recloner dans des éléphants actuels. Actuellement, le roc, hein, qu'on a fait, c'est une recréation, mais là on a remonté finalement avec des espèces proches pour recréer plus ou moins le roc, alors pas avec mais plutôt par la génétique traditionnelle, mais on a recréé le roc européen comme ça, quoi. Alors ça, c'est une question comme ça. Certains disent, bah, c'est pour ça qu'il faut faire finalement des banques génétiques, hein, des banques de sperme, des banques d'ovules, de toute la biodiversité, parce que tout ça disparaît. Donc on va mettre tout ça en congélateur et puis on va pas le refaire, quoi. Euh, Si on en arrive là, je trouve un peu désolant, quoi. Donc je pense qu'on a peut-être des occasions encore finalement de protéger vraiment la biodiversité in situ, parce que qu'est-ce qui est important, c'est pas simplement que les espèces, mais c'est leur interaction. Et puis, ces espèces, c'est pas simplement qu'une espèce, mais comme nous, c'est notre microbiote. Le poids et la diversité des bactéries que nous émergeons est plus importante que nous-mêmes, quoi. Nous avons plus de bactéries que de cellules humaines sur nous et dans notre tube digestif. Et ces bactéries, c'est ça qui nous permet de mettre en vie, mais c'est ça qui nous fait notre relation. Et ça, on ne sait pas faire. On sait pas, on n'y arrivera jamais. C'est trop compliqué, c'est trop nombreux. La diversité génétique de toutes ces bactéries est largement beaucoup plus importante que la diversité de gènes de notre génome. Je pense il faut une humilité de la science, de ne pas croire que la technologie va nous sauver, mais finalement de retourner une science, de ne pas oublier une science qui est plus de l'écologie, des interactions entre nous, humains, nos microbes et le reste de la biodiversité. Merci, on arrive du coup à la dernière question si je ne me trompe pas. Euh, on vous demande quelle serait la première chose à faire pour parvenir à régler ou en tout cas atténuer certains problèmes comme la disparition des espèces, les maladies dues à l'élevage, etc. Ah, c'est tout un programme, comme on dirait. Euh, En Europe, on peut le faire. Nous avons la politique agricole commune, donc on peut le faire. Il y a l'argent. Il faut juste la volonté de dire, bah, le modèle productiviste agricole nous va dans le mur, il nous coûte une fortune. Il faut repenser, il faut réutiliser ça, il faut désendetter les agriculteurs, il faut arrêter les traités internationaux qui mettent notre élevage et aussi nos éleveurs en danger, hein, avec des animaux qui viennent du Canada
ou du Brésil, de l'Argentine en France, du soja, tout ça. Non, il faut refaire nos territoires. Finalement, on a l'argent, on a tout. Je pense que si on fait un deal avec nos agriculteurs en reconnaissant qu'ils sont essentiels, mais ça veut dire qu'on les remet l'ensemble, on leur redonne finalement d'être maître de leur destin. C'est-à-dire qu'ils soient désendettés, que ce ne soit pas le crédit agricole et les banques ou finalement l'Europe et les subventions qui les permettent de survivre, mais finalement que ce soit vraiment la reconnaissance de leur travail, de leur contribution aux écosystèmes, de leur contribution à l'alimentation humaine, leur contribution au bien-être animal qu'ils ont perdu, parce que finalement ils ont perdu leur lien même avec leurs animaux, à leur bien-être eux-mêmes. Si on passe ça déjà en Europe, si on fait ça, on aura fait 90% du chemin pour la planète. Merci beaucoup. Je ne vois plus de questions en tout cas. Euh, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a un peu dépassé, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Monsieur Morand, pour cette conférence en tout cas. Ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation et bravo vraiment à tous les auditeurs et auditrices hein, avec vos questions qui sont vraiment très bonnes. Et puis maintenant, je dirais, vous êtes cette nouvelle génération, hein, vous en laissez pas compter, hein, le futur c'est vous, donc prenez-le en main. Allez, au revoir. Merci beaucoup. On vous remercie également dans le chat. Euh, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, puis bon courage pour les ateliers qui arrivent cet après-midi. Et je vous souhaite voilà, une très bonne journée. Merci encore, Monsieur Morand. Merci. Au revoir. Au revoir.